Ah, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Même Si vous voulez, en gros, pas. non, c'est toujours un peu c'est toujours un peu compliqué, si vous voulez, parce qu'on ne peut pas dire c'est pas une idéologie avec une carte, si vous voulez, on est inscrit au Parti communiste ou pas. Non, ce qui s'est passé, c'est que quand le mouvement des frères musulmans apparaît en Égypte dans les années 20, et surtout à l'époque de Nasser, ça va être un ferment de consultation d'un régime qui devient déjà autoritaire avec Nasser. Bon. Et donc Nasser va les persécuter, il va faire pendre Qutb, qui est l'homme de la... Saïd Qutb. Saïd Qutb, oui, qui est l'homme de la, comment dire, de l'action violente, si vous voulez. Hein, bon. Mais surtout, en persécutant les frères musulmans, ils vont tous se réfugier en Arabie Saoudite. Bon. C'est d'autant plus utile pour l'Arabie Saoudite que l'Arabie Saoudite est un pays qui n'a aucun cadre, si vous voulez. Il n'y a pas d'université, il n'y a rien. Donc ils vont membrer complètement l'administration saoudienne. Ils vont constituer la diplomatie religieuse, etc., etc. La fracture intervient en 91, parce que quand en 91 vous avez l'invasion du Koweït par l'Irak, et que donc les Saoudiens décident d'appeler les Américains, vous avez une double réaction négative, qui est évidemment celle de Ben Laden, qui dit « mais moi je reviens d'Afghanistan, j'ai des combattants afghans, on peut défendre la terre des lieux 500 ans appelés aux mécréants ». Et les frères musulmans font pareil, c'est-à-dire les frères musulmans disent « mais non, il faut que ce soit les pays musulmans qui s'équipent pour défendre le royaume ». Bon. C'était d'ailleurs tout à fait justifié, hein, c'est-à-dire qu'encore une fois, pourquoi faut-il que les Occidentaux se mêlent des affaires du Moyen-Orient? Je continue à poser la question. Et donc en fait, le roi d'Arabie Saoudite décide à ce moment-là de les expulser. Et donc il va effectivement expulser en quantité les frères musulmans qui vont aller se réfugier à différents endroits, dont le Qatar, dans un certain nombre d'États étrangers, etc. Et donc depuis cette époque-là, le royaume de Saoud poursuit d'une espèce de hargne continue les frères musulmans. Il les poursuit d'autant plus qu'en fait, dans les révolutions arabes, quand les élections libres se sont faites, on s'est aperçu que c'était les frères musulmans qui étaient le seul parti organisé capable d'assumer le pouvoir. Donc c'était le traumatisme absolu, parce qu'une démocratie tenue par des frères musulmans, pour les Saouds, ça a de quoi donner des cauchemars. Bien bon, sûr. voilà. Donc ça veut dire qu'il n'existerait plus finalement de reliquats fréristes, même au sein de la famille royale. On a souvent dit que certains princes avaient pour idée de s'orienter un peu plus vers les frères musulmans et les courants réformistes. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Non, j'ai pas d'opinion sur le sujet. Il est possible qu'il y en ait qui pensent une espèce d'ancrage plus démocratique, si vous voulez, d'une pratique de l'islam politique soit tout à fait jouable, mais j'ai aucune information sur le sujet. Je ne vais plus en Arabie Saoudite depuis un certain temps et je ne ferai pas le pèlerinage. D'accord. Alors, le Vision 2030, c'est un process très très astucieux inventé par, je crois que c'est le BCG, le Boston Consulting Group, qui a réussi à vendre dans tous les pays du Golfe le même plan. Soit c'est 2025, soit 2030, c'est la seule variable. C'est-à-dire, en gros, vous allez sortir du pétrole, on va vous amener des entreprises de haute technologie, et vous allez voir, on va vous aider à sortir de la dépendance pétrolière. Bon. C'est le même au Qatar, hein, le même plan a été vendu, ils sont très astucieux, parce que c'est... Et donc, ce plan est toujours appuyé sur le même principe. On va créer des zones franches, on va créer des zones dans lesquelles viendront s'implanter des entreprises étrangères pour lesquelles vous allez fixer des subventions, etc. Ce qui rend original, si vous voulez, la vision 2030, c'est qu'en plus, Mohamed Ben Salman veut doubler ça avec une cité de haute technologie qui s'appelle NEOM, 500 milliards de dollars, plus des zones franches dans lesquelles les touristes étrangers pourraient venir, etc. Donc il y a toute une espèce d'emballage. La question majeure du système, c'est l'Arabie Saoudite a-t-elle le moyen financier de payer ces projets? Pourquoi on dit ça? Parce que normalement, tout l'argumentaire était construit sur le fait qu'il devait privatiser 5% d'Aramco. Or, ces 5%, on n'arrive pas à les céder. Pour une raison assez simple, c'est qu'Aramco n'a pas de comptabilité. Donc comment voulez-vous qu'un étranger vienne prendre une participation dans un système dont on ne sait pas qui émarge, si vous voulez, dans le conseil d'administration? Donc il n'y a pas eu de candidat pour reprendre les 5% d'Aramco. Donc il peut y avoir un doute très très sérieux sur la faisabilité, si vous voulez, de Vision 2030. Moi, personnellement, j'irais plutôt au Qatar. Hein. Enfin, cela dit, il reste toujours la même question. Quand vous n'avez pas de tissu industriel, vous n'avez pas de droit du commerce, vous n'avez pas de site de justice, des affaires, vous ne vous enregistrez pas dans un pays comme ça. Vous allez dans un pays où, effectivement, il vaut mieux aller au Liban, il vaut mieux aller aux États-Unis, il vaut mieux aller dans un certain nombre de pays. Donc, dernière question, il faut faire travailler les Saoudiens. Et ça, c'est le défi le plus grave, hein, quand même. Parce que quand vous avez été habitué toute votre vie à être un rentier, qui ne payait pas son électricité, qui ne payait pas son eau, dont les études étaient payées, quand ils voulaient partir à l'étranger, tout était payé. Tout à coup, on commence à leur faire payer l'eau, l'électricité, on veut même inventer la TVA. Vous avez arrivé à mettre les gens au travail, c'est dur. Hein. Monsieur Pierre Canessa, merci. Je vous en prie.